1978, première discussion sur l'euthanasie sur nos bancs. 43 ans. Depuis 43 ans, il n'y a pas assez de débat. Ces feuilles, elles n'ont qu'un but, d'empêcher les représentants de la nation, d'empêcher les députés de voter. La médecine, elle essaye d'empêcher la mort d'arriver. Et à un moment donné, elle dit « on arrête d'empêcher la mort ». Ça n'a rien à voir avec le fait de faire un geste médical qui vise à obtenir le décès. Moi, ce qui me gêne dans ces parlementaires, on leur demande pas de dire s'ils souhaitent pour eux l'euthanasie. On leur demande qu'ils donnent une loi aux gens qui leur permettent de choisir. C'est-à-dire que nous considérons que c'est un droit, une liberté qu'il faut effectivement accorder, celui de pouvoir choisir librement sa fin de vie. On est tous dans le doute jusqu'à la dernière minute. Et aujourd'hui, on a besoin d'avoir des soins palliatifs qui soient accessibles pour tout le monde. Et de l'autre côté, parce que dans certaines situations, c'est nécessaire, où les gens le souhaitent, l'euthanasie et le suicide assisté. Moi, j'estime que le droit de ne pas souffrir, c'est une obligation de la société envers ses membres. Aujourd'hui, il faut bien se rendre compte que c'est le libéralisme sauvage. Si vous avez 15 000 € devant vous, vous allez en Suisse. Il faut avoir les moyens. On parle de mourir dans la dignité et on ne s'intéresse pas à est-ce que les gens vivent dans la dignité. Légaliser l'euthanasie, ça oblige personne à le faire, ça oblige tout le monde à l'envisager. Dire que c'est quand même avec une grande émotion que je vous soumets au vote l'ensemble du projet de loi, accompagnement des malades et de la fin de vie. Le projet de loi est adopté. Je m'appelle Sarah Piazza, je suis psychologue clinicienne en équipe mobile de soins palliatifs et en réanimation à l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis. Quand j'ai commencé à travailler, assez classiquement, j'étais plutôt pour l'euthanasie et mon expérience clinique m'a amené à changer d'avis. Adrien Clouet, député de la France Insoumise pour la Haute-Garonne et commissaire dans la commission spéciale parlementaire sur la fin de vie et par ailleurs chef de file de la France Insoumise aux affaires sociales à l'Assemblée nationale. Quand, en 2021, il y a eu un projet de loi à l'Assemblée nationale qui visait à légaliser l'euthanasie, avec Isabelle Marin, qui est médecin de soins palliatifs, on a pensé que c'était important de pouvoir faire entendre une autre voix, notamment à partir d'une voix de gauche. C'est pour ça qu'on a écrit ce livre qui s'appelle « Euthanasie, un progrès social » avec un point d'interrogation, et qui visait à tenter d'interpeller la gauche sur ce qui nous semble être ce malentendu fondamental concernant la position un peu globale de la gauche qui voit ça du côté du progrès, ce que nous, on remet tout à fait en question. Le sujet de la fin de vie, c'est un sujet qui est anthropologique. Les êtres humains ont une existence et à un moment donné, un décès. Ce sujet, il est investi philosophiquement depuis extrêmement longtemps, depuis l'époque des Lumières. On reconnaît au moment de la Révolution le droit de l'individu de disposer de sa vie et ultérieurement, on reconnaît au XXe siècle, beaucoup trop tard, le droit à disposer de son corps, notamment par l'interruption volontaire de grossesse. Donc, la réunion de ces deux principes, le droit de mettre fin à son existence, le droit de disposer de son corps, pose la question, finalement, de celles et ceux qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas la capacité de, parce qu'ils contrôlent leur corps, décider de mettre un terme à leur existence, d'aller éteindre la lumière. Après, vous avez, à partir des années 2000, le lancement d'une discussion qui est notamment menée par des associations, l'Association pour le droit à mourir dans la dignité et autres associations qui se mobilisent fortement là-dessus à partir de cas emblématiques. L'appel de Vincent Hébert a ému toute la France. Ce jeune accidenté de la route veut que l'on mette fin à ses jours. Qui m'a repris la main en me disant « Mais arrête maman, tu m'aimes pas, si tu m'aimais, tu me laisserais mourir ». Face à cette demande de mourir, le médecin de Vincent, qui le suit depuis 2 ans, ne peut que se retrancher derrière les lois en vigueur sur l'euthanasie. Des gens comme Adit Charcot et auxquels on ne reconnaît pas le droit de partir, des gens qui sont dans un état où ils demandent à pouvoir abréger les souffrances qu'ils endurent. Vous avez une accélération de l'histoire à partir de 2017. Tout le monde mérite une fin de vie digne et selon son choix, c'est-à-dire une fin de vie sans sédation si c'est le choix, une fin de vie avec sédation si c'est son choix, et une fin de vie avec euthanasie si c'est son choix. Laissez-nous voter. Monsieur le ministre, vous nous avez annoncé des plans. C'est bien des plans. Mais nous, aujourd'hui, ici, nous voulons une loi, s'il vous plaît. Ces 4000 amendements, mes chers collègues, ces feuilles, elles n'ont qu'un but, d'empêcher
l'Assemblée nationale, d'empêcher les représentants de la nation, d'empêcher les députés de voter ici, souverainement. On arrive à un moment où, du côté gouvernemental et du côté de l'opposition, il y a un accord en partie. Il y a beaucoup de débats sur lesquels on va revenir, mais il y a un accord sur un principe qui est celui, effectivement, de reconnaître à l'individu le droit d'éteindre la lumière et d'en finir lorsqu'il ne supporte plus ces conditions d'existence. Sinon, on a un point d'accord sur beaucoup d'années et évidemment beaucoup de débats maintenant qui vont être des débats concrets, au-delà du principe, sur la manière dont, effectivement, on le transpose et on reconnaît de manière concrète, effective et opérationnelle ce droit. Car je crois profondément que nous n'avons pas le choix entre une société où l'exigence de mourir dans la dignité est légitimement devenue commune et où l'insuffisance de l'offre de soins palliatifs est pointée, l'écart est devenu insupportable. Aujourd'hui, il y a 5 cas, on va dire, qui lient la mort et l'acte médical. Les médecins ont le droit d'augmenter l'antalgie, les médicaments contre la douleur et contre l'angoisse, y compris si ça doit raccourcir la vie. Ça s'appelle le principe de double effet. Et donc, il est permis par la loi, pour quelqu'un qui ne serait pas soulagé, d'augmenter, y compris si le décès doit intervenir plus tôt. La deuxième situation, c'est la possibilité, et ça aussi, on le sait très peu, de refuser des traitements. Y compris de refuser des traitements qui nous maintiendraient en vie. Ça peut être de refuser une ligne de chimiothérapie, ça peut être de refuser, par exemple, d'être intubé, ça peut être de refuser une dialyse, et la loi permet d'être accompagné, notamment au niveau de la douleur et aussi de l'angoisse, par exemple, quand on refuse un traitement. Ce qui est de l'autre côté de ce refus de traitement, c'est du côté des équipes soignantes et médicales, la possibilité d'arrêter ou de limiter un traitement. Par exemple, pour des patients inconscients qui sont dans des états gravissimes, on décide d'arrêter des traitements. Cet arrêt de traitement, il va conduire au décès. Et donc ça, c'est quelque chose qui se fait en réanimation. Un grand nombre de décès arrivent comme ça. L'autre chose qui existe aussi, et ça c'est la loi 2016, la loi Claes-Leonetti, c'est la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès. C'est dans le cadre de ces refus de traitement ou de ces arrêts de traitement, on peut en plus demander à être endormi, moi je préfère dire qu'on est mis dans un coma, jusqu'à ce que le décès arrive. Ça, c'est ce qui est permis par la loi aujourd'hui. Moi, j'ai eu 2 cas de demande d'euthanasie en 10 ans, et un des cas que j'ai rencontré, c'était un monsieur qui habitait dans un EHPAD, qui s'est pendu, qui s'est raté, qui est arrivé aux urgences. L'équipe mobile de soins palliatifs l'a rencontré. Ce monsieur, il était dialysé 3 fois par semaine. Donc en fait, on lui a expliqué qu'il avait le droit de refuser d'être dialysé et que donc au bout d'un moment, il allait mourir. Donc manifestement, il ne savait pas et il n'avait trouvé personne pour lui expliquer qu'il avait tout à fait le droit de refuser un traitement. Ce qui est important de comprendre, c'est que la médecine, elle essaye d'empêcher la mort d'arriver. Et à un moment donné, elle dit, on arrête d'empêcher la mort. Et le patient, il dit, je me suis battu, là, on arrête. Ça n'a rien à voir avec le fait de faire un geste médical qui vise à obtenir le décès. Ma question, c'est l'inverse. C'est qu'est-ce qu'on fait de toutes les personnes, aujourd'hui, qui n'ont pas le droit, avec la loi Claes-Leonetti, de mettre fin à leur souffrance et qui souffrent horriblement. Et des personnes, il y en a beaucoup. Des gens, comme la maladie de Charcot, auxquels on dit « vous pourrez partir du jour où vous commencerez à vous étouffer réellement ». Des personnes qui sont dans un état post-accidentel où ils sont coincés dans leur propre corps et on leur dit « vous allez le subir jusqu'au bout ». Ces situations-là, aujourd'hui, elles ne sont pas couvertes par la loi Claes-Leonetti et elles appellent le législateur à agir. C'est ce qu'on essaye de faire en ce moment. Concrètement, ça va marcher de la façon suivante. Il se pose 2 questions. D'abord, le lieu. Donc, ça peut être à son domicile, ça peut être en milieu médical, etc., etc. Elle est libre du lieu. Elle est libre aussi de la modalité. C'est soit une boisson létale, soit une injection intraveineuse. Et ensuite, l'individu en question a le choix aussi sur la manière dont c'est administré. Si c'est par intraveineuse, elle peut elle-même appuyer sur le bouton qui déclenche la descente du produit. Soit elle peut demander à ce qu'un professionnel de santé le fasse directement, soit elle peut demander à un tiers, un proche qu'elle aura désigné auparavant, de le faire avec elle. Évidemment, tout ce processus, il y a un soignant ou une soignante autour, qui est là, qui est présent dans la pièce, pour s'assurer que c'est fait dans les normes, pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème, évidemment,
pour s'assurer que la personne ne le prend pas mal, le produit, etc., etc., etc. Donc voilà, vous avez une liberté du lieu, vous avez une liberté de la modalité, et vous avez une liberté de la personne qui vous accompagne jusqu'au dernier moment. Le projet de loi qui sera examiné fin mai à l'Assemblée fixe 4 conditions très strictes. Le patient doit être majeur, il doit disposer d'un discernement plein et entier, être atteint d'un mal incurable avec un pronostic vital engagé à court ou moyen terme et être confronté à des douleurs réfractaires au traitement. On a un débat sur est-ce qu'on parle de court et moyen terme, est-ce qu'on parle de phase avancée ou terminale, mais l'idée est la même. C'est une personne qui a une maladie qu'on ne sait pas guérir, qui ne va pas reculer et qui va la faire mourir dans un futur qui s'approche. La question du pronostic vital engagé à court ou moyen terme, ou la question, là, dans la commission spéciale, qui est maladie en stade avancé ou terminal, c'est des notions extrêmement floues. Un pronostic vital engagé à moyen terme, aucun médecin n'est capable de le faire. Mais ce qui est proposé, là aussi, sur un versant complètement centré autour du choix et de l'individu, ça devrait pouvoir se faire partout. Et je crois là aussi, en ne prenant pas du tout en compte la réalité de ce que ça pourrait avoir sur les soignants notamment. 1/3 des médecins de soins palliatifs disent qu'ils démissionneront si la loi passe, et qu'un certain nombre de soignants disent qu'ils arrêteront aussi de travailler, ce qui montre que pour eux, travailler dans ces conditions-là n'est pas possible. Donc ce qui a été un peu dit, c'est on va faire des équipes qui viendraient dans les EHPAD pour faire le geste euthanasique et après repartir. Que ce soit les aides-soignantes en unité de soins palliatifs ou que ce soit les aides-soignantes dans les EHPAD, elles, ce qu'elles disent, c'est qu'elles sont absolument terrifiées à l'idée de voir des équipes qui viennent comme ça donner la mort, l'équipe s'en va et c'est elles qui vont faire la toilette mortuaire. Et ça, elles en parlent comme quelque chose qui leur semble insensé. Je pense que les gens ne comprennent pas forcément ce que c'est les soins palliatifs parce qu'on n'en parle pas assez. La fin de vie aussi, c'est quelque chose de terrible. C'est terrible d'aborder ce sujet-là, tu vois. Ça fait peur. C'est une approche différente en fait du soin. Et on crée des liens différents que dans d'autres services de chirurgie où on les accompagne vraiment jusqu'au bout, quoi. On a un lien plus fort. Quand on est très vieux, on a des maladies sous-jacentes. Et on a des maladies parfois qui, effectivement, sont à un stade terminal. Ça ne veut pas dire qu'on va en mourir tout de suite. Puisque finalement, la question des personnes âgées, c'est, de façon un peu caricaturale, tous les EHPAD ne sont pas comme ça, mais on est quand même dans un fonctionnement où on ghettoise les vulnérables. On met les vieux ensemble dans les EHPAD, on met les personnes handicapées en institution. Et donc, on a le choix soit à être dans des institutions reléguées en dehors du social, soit à rester à domicile et en général à souffrir beaucoup d'isolement. Or, on sait que par exemple, aux États-Unis, en Oregon, une des raisons qui font que les personnes demandent le suicide assisté, c'est le sentiment de solitude et d'inutilité sociale. Donc oui, bien sûr que ça peut concerner, ne serait-ce que symboliquement, la question des personnes âgées. On présente cette loi uniquement du côté de un choix autonome, une liberté individuelle, et on ne prend absolument pas en compte la dimension collective et donc la dimension politique. Pas parce que vous êtes en fin de vie sur un aspect démographique, sur une logique d'âge statistique, que vous rentrez dans la loi. Puisqu'on l'a dit, il faut avoir une affection qui est grave, incurable, et qui engage votre pronostic à court terme ou à moyen terme, en tout cas, qui vous met dans une phase de la maladie qui est très avancée. Donc à partir de là, c'est pas parce que vous êtes en situation de dépendance, parce que vous êtes en situation d'âge avancé ou que vous avez un handicap que vous êtes éligible. Vous ne l'êtes pas. Vous ne l'êtes pas. Vous devez argumenter auprès d'un professionnel de santé pour montrer que vous rentrez dans ces critères-là. Donc les personnes-là ne sont pas concernées par le texte de loi. Et je vais le dire plus, surtout, moi, je souhaite qu'elles ne soient pas concernées par le texte de loi. Il y a une majorité dans cette commission spéciale, et je pense à l'Assemblée, pour souhaiter que ces personnes-là ne soient pas intégrées au texte de loi. Parce qu'on est sur un texte qui vise à abréger des souffrances incurables et épouvantables. Pas un texte qui vise à organiser la fin de vie du plus grand nombre. Reconnaître une aide à mourir, ça joue aussi un rôle psychologique important. Vous avez des gens, on le voit dans plein de pays où c'était reconnu, qui disent « Je me sens soulagé de savoir que si jamais je vais mal, je peux partir ». Vous retirez aussi une crainte et une angoisse à la personne. Qu'elle se dise « Je suis prêt à faire tout ce parcours, je suis prêt à me battre, je suis prêt à peut-être souffrir, à éprouver ces souffrances, parce que je sais que le jour où j'en pourrai plus, j'arrête. Et donc, très bien, je rentre dans l'ensemble du parcours de soins, même si c'est mon dernier parcours de soins, qui a malheureusement une grande chance que ce soit mon dernier parcours de soins,
Je suis prêt à y aller parce que je sais que j'ai la main sur le bouton stop. On fait comme si les gens étaient dans des bulles et qu'ils n'étaient pas sensibles au message que la société envoie. Or, une loi, il y a une dimension normative qui est contenue dans une loi. Et par exemple, Claire Fourcade, la présidente de la Société française de soins palliatifs, elle résume ça de façon très bien. Elle dit légaliser l'euthanasie, ça oblige personne à le faire, ça oblige tout le monde à l'envisager. Cette loi, elle renvoie un message. Elle renvoie un message qui dit il y a des vies avec lesquelles on est d'accord pour qu'elles s'arrêtent, et il y a des vies où la question ne se pose pas. Et je trouve qu'il y a un message qui est un message extrêmement violent qui est envoyé. La maladie de Charcot, moi je suis mais vraiment choquée. Les patients qui sont atteints de la maladie ou qui vont être diagnostiqués dans les moments qui viennent, les aidants de ces personnes-là, qui tous les jours tentent de créer des façons d'être au monde et qui y arrivent, et là, ils se prennent tous les jours l'idée que, en fait, ce serait quasiment à cause de cette maladie-là qu'il faudrait légaliser l'euthanasie parce que la mort est préférable. Le débat, il faut qu'il ait lieu. De toute façon, il faut une adversité, un débat pour que le texte soit amélioré et que les craintes soient apaisées. Et j'entends cette intuition. Maintenant, il y a deux manières d'y répondre. La première, c'est de regarder les pays qui, effectivement, ont mis en place un tel dispositif et est-ce que ce type de crainte se révèle réel ? Moi, je ne le vois pas. Dans les pays qui ont mis en place un dispositif à caractère public, eh bien, on ne voit pas de direction d'une partie de la population vers le droit à mourir qui deviendrait une obligation de mourir, nulle part. Et partout, c'est décorrélé des soins palliatifs. C'est-à-dire que la grande majorité des gens aux soins palliatifs sont pris en charge, ne demandent pas à mourir, une infime minorité le demande, et des gens qui n'ont pas droit aux soins palliatifs demandent à mourir, et la plupart des gens ne le demandent pas. Bon, je le disais, il y a 20 départements où vous n'avez pas d'unité de soins palliatifs dans ce pays, et donc c'est une nécessité, y compris pour plein de gens qui n'ont jamais envisagé l'aide à mourir. La grande partie des gens en soins palliatifs ne demandent pas du tout à mourir. Ils demandent une bonne prise en charge. Les professionnels dedans demandent d'avoir des bonnes conditions de travail, demandent à pouvoir avoir un ratio d'encadrement, des choses sur lesquelles on se bat aussi, qui est assez de soignants par rapport aux gens qui sont reçus, etc., etc. Donc ces luttes-là, elles sont imbriquées parce qu'elles ont un principe commun, c'est le refus de la souffrance. On nous prône le en même temps des soins palliatifs et de l'euthanasie ou du suicide assisté. Ce qu'on voit dans les autres pays, c'est que ce en même temps, il tient pas vraiment. Sur la question du développement des soins palliatifs, ce qu'on voit, là, il y a eu un congrès récemment au Québec, il y a quelques semaines. Ce que les professionnels expliquent, c'est qu'il y a une diminution majeure des soins palliatifs, qu'il y a une diminution dans la formation, qu'il y a une disparition des soins palliatifs dans les contrats de gestion des hôpitaux et qu'il y a un problème d'accès aux soins palliatifs qui devient de plus en plus important. L'autre exemple que je peux donner, c'est qu'en Belgique et en Suisse, les structures de soins, pour pouvoir obtenir des financements publics, doivent pratiquer l'euthanasie et le suicide assisté. Dès lors qu'on reconnaît l'aide à mourir dans la dignité, ça donne un point d'appui pour se battre sur le système de soins et de santé. Parce que, évidemment, qu'on souhaite toutes et tous, à gauche, notamment chez les Insoumis, vous savez bien qu'on mène cette bataille sur les EHPAD, on souhaite des ratios d'encadrement, on souhaite des moyens supplémentaires, on souhaite un maillage territorial dense, on souhaite des EHPAD publics ou privés non lucratifs partout accessibles. Donc cette bataille, on la mène. Mais aujourd'hui, il faut bien se rendre compte que c'est le libéralisme sauvage en ce qui concerne la fin de vie. C'est-à-dire que si vous avez 15 000 € devant vous, vous allez en Suisse. Il faut avoir les moyens. Pour nous, une condition de tout ça, chez les Insoumis, c'est que ce soit pris en charge par la sécurité sociale. C'est qu'il n'y ait pas de privilège de richesse, de privilège de classe. Moi, j'estime que le droit de ne pas souffrir, c'est une obligation de la société envers ses membres. Je pense que ce droit de mourir dans la dignité, c'est un devoir de la société de vous aider à l'accomplir. Et dès lors que la société vous doit quelque chose, elle ne peut pas vous demander financièrement une contribution qui n'est pas accessible aux uns et aux autres. Le moment ultralibéral, c'est celui qu'on a aujourd'hui, où la mort, le rapport à la mort se joue de façon informelle. On ne peut pas faire comme si on n'était pas dans un certain contexte social et un certain contexte politique. On voit qu'il y a un mouvement qui vise à rogner de plus en plus sur le remboursement et la prise en charge des soins, les prises en charge des maladies longue durée, la question du soutien notamment aux personnes handicapées, les conditions de maintien à domicile avec des aides possibles ou pas. On dérembourse certains médicaments. Ce mouvement-là, il existe. Comme si le moment de la fin de vie s'était séparé
du reste de la vie, et notamment comme si c'était pas lié aux conditions dans lesquelles on vit. On parle de mourir dans la dignité, et on s'intéresse pas à est-ce que les gens vivent dans la dignité. Évidemment que les gens, ils font des choix qui sont liés à leurs conditions de vie, notamment économiques et sociales. Moi, j'entends ça tous les jours à l'hôpital. Des personnes âgées qui me disent, ou des personnes malades, qui me disent qu'elles ne veulent pas être un fardeau pour leurs proches. Comment ces personnes-là vont faire? Qu'est-ce que ça va transformer dans leurs relations avec leur famille, avec les gens qui les aident, avec les soignants, d'avoir en tête qu'elles coûtent cher, que s'occuper d'elles, c'est difficile, et qu'elles pourraient faire le choix d'une sortie digne. La fin de vie du plus grand nombre, elle se joue dans les conditions d'existence réelles. Déjà, si les gens avaient un droit de partir à la retraite avec des pensions de retraite suffisantes, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui, évidemment que ça changerait l'existence. La question du logement digne, la question des relations sociales, la capacité pour les personnes d'être mises en contact avec des associations, d'avoir des relations de voisinage, d'avoir des relations syndicales, des amicales, etc. Tout ça organise le confort de la vie. Parce que c'est ça l'objectif d'une société, c'est que ses membres soient autonomes d'eux-mêmes dans la situation maximum de confort possible. Et donc, ça, c'est une lutte politique qu'on mène, évidemment, mais qui est, à mon sens, tout à fait en dehors du périmètre du texte, et on se battra toujours pour que rien de tout cela n'y soit éligible. Ce que j'adresse à la gauche, c'est pourquoi ne pas proposer un modèle social qui permette de repenser autrement la question et de la dépendance et du soin, plutôt que être dans des représentations où finalement cette histoire d'euthanasie et de suicide assisté promeut l'image d'un individu performant, autonome, consommateur. Même ceux qui sont valides sont aussi dépendants d'autres. Je crois que la question de la maîtrise, la question de la toute autonomie sont des illusions, puisque finalement, la mort, on la maîtrise jamais. Le tragique existentiel de la finitude de la vie humaine, on doit s'y confronter. Il faut pouvoir proposer un autre modèle social, absolument.